Bonjour à toutes et tous, bienvenue parmi nous. Nous sommes venus parler ensemble pour aller vers une société plus agile et surtout essayer de trouver ensemble des solutions. Donc voilà, en fait, ce qui nous amène à vous parler aujourd'hui, c'est l'arrivée des gilets jaunes, les grèves à répétition, différents sujets dont on entend parler tous les uns les autres. Ça nous amène à nous remettre en question. Donc nous connaissons tous les écoles alternatives, mais je pense que la société tout entière doit se remettre en question. Donc depuis 2015, avec Patrice Petit, au sein d'Agilby, nous étudions ces sujets. Nous avons rencontré l'Association des maires de France, et puis également d'autres maires, et nous avons pris contact avec différentes mairies. Et à l'époque, des thèses doctorales venaient contredire nos arguments. Voilà, donc nous allons parler ensemble de tout cela. Je laisse la parole à Élodie. Oui, donc effectivement, en 2018, l'arrivée des Gilets jaunes, nous l'avions tous pressenti. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'une question. Donc, quelle doctrine l'agilité propose-t-elle pour l'éducation et pour notre société tout entière? Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir Samuel, François et Hervé parmi nous. Donc ils vont nous présenter leurs idées, leurs visions, et puis les problématiques qu'ils rencontrent, et nous expliquer comment ils mettent l'agilité dans leur quotidien. Voilà. Donc merci à tous les trois d'être parmi nous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, et puis nous expliquer un petit peu comment vous avez connu l'agile? Bon, moi c'est Hervé. J'ai eu un DUT informatique en 1985, j'ai fait 10 ans d'ESN, et puis j'ai repris des études où j'ai fait une thèse à Montpellier sur génie logiciel, intelligence artificielle et objets. Et puis on m'a dit que dans ma thèse, j'avais fait un big refactoring. Et donc du coup, big refactoring, Martin Fowler, test driven development, Ken Beck, méthode agile. Et depuis 2006, j'ai fait venir Patrice dans le cadre d'une licence professionnelle pour enseigner au début le test-driven développement. Et puis par la suite, il est monté dans le management en Scrum et en Kanban. Et moi, je m'occupe de la partie extreme programming. Voilà. Et donc, je suis enseignant-chercheur depuis 2001 à l'Université de Toulouse. Et j'encadre une licence développement et qualité des logiciels orientée agile depuis 6 ans. Et j'ai fini d'encadrer une thèse sur rendre agile les tests d'intégration de système avionique. Merci. Alors on a pas mal de points communs puisque j'ai fait NIAGE à Toulouse avec des collègues. Voilà. Je viens moi du monde de la société de services, grosse société de services, Teria à Toulouse, où j'ai vraiment été nourri et mis en œuvre les très grosses méthodes de développement qui ne marchaient pas très très bien, même si elles étaient très belles sur le papier. C'était les Meurice, SADT et autres grosses méthodes. Et puis j'ai vraiment vécu la transformation, l'arrivée avec le RAD essentiellement. Je suis devenu enseignant par la force des choses et par pas mal aussi d'opportunités, enseignant en Bretagne Sud, à l'Université Bretagne Sud, en informatique, DUT, licence, master, école d'ingénieur. Et j'ai fait la connaissance de Patrice à ce moment-là. On souhaitait introduire l'agilité dans l'enseignement. Patrice a été vraiment notre maître à penser pour le mettre en place et il est intervenu, bien sûr, il a monté l'enseignement de l'agilité et l'a mis en place auprès des étudiants. D'ailleurs maintenant, c'est devenu, même si ça semble couler de source, à l'époque c'est devenu un fait très établi, très, très ancré aussi chez nous, comme chez toi d'ailleurs, à l'université. J'ai changé, j'ai réorienté ma carrière, je suis devenu maintenant, je suis corps de direction dans les établissements, je suis proviseur adjoint d'un lycée à Rennes et en fait, on retrouve, mais pas pour faire des mauvais copier-coller, on retrouve vraiment les valeurs et les principes qui en découlent de l'agilité dans l'enseignement. Ça va être important et intéressant d'en parler, dans ces valeurs particulièrement qui sont un peu mises à mal. Tout à l'heure, on vient de parler des gilets jaunes, le face-à-face, la perte de repères, la nécessité d'être entendu, le fait d'être valorisé également, ce qu'on dit doit être pris en compte. Voilà, ce sont des problématiques auxquelles je suis confronté tous les jours.
Bonjour. Donc moi, je viens pas du tout du monde universitaire et le jaune n'a rien à voir avec les gilets jaunes à la base. Donc je m'appelle Samuel Métias. Moi, je suis arrivé dans l'agilité après avoir passé un début de carrière dans le conseil autour de l'architecture d'entreprise et puis d'être débauché dans un grand cabinet de conseil qui justement cherchait à développer son offre agile. Et je suis arrivé là-dedans, j'ai découvert l'agilité et pendant 5 ans, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire autour des projets agiles en mission, c'est-à-dire du coaching, de la rédaction de méthodologies personnalisées, de la formation, enfin un peu tout, et j'ai acquis mon expertise comme ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert DevOps, qui est l'agilité portée jusqu'au monde de la production, et j'ai rejoint Microsoft pour monter l'offre DevOps de Microsoft France, alors l'offre française d'abord, puis internationale, puis après j'ai pris la direction de tout ce qui était Apps Innovation, donc innovation applicative, agile, DevOps pour Microsoft France. Et en même temps que j'arrivais donc chez Microsoft, et donc en même temps chez Microsoft, j'ai coécrit le livre Découvrir DevOps, qui a été préfacé par Patrick Debois. Donc je me suis vraiment passionné pour le sujet. Et en même temps que mon arrivée chez Microsoft, effectivement, j'ai eu la chance d'être élu maire adjoint de la ville de Colombes. Donc j'ai découvert aussi un autre monde où les principes de l'agilité n'étaient pas forcément prégnants au départ. Et moi, avec cette culture-là, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué et qui m'a intéressé. Et donc aujourd'hui, je suis maire adjoint, j'ai essayé de le mettre en œuvre et puis je suis aussi candidat dans la ville de Colombes pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre d'une société agile au niveau d'une ville et à l'échelle d'une ville. Voilà. Merci beaucoup Samuel. Alors nous allons parler un petit peu de leadership. C'est vrai qu'on le voit, hein, il y a un engouement qui est assez fort pendant les élections. Beaucoup de monde présent autour du futur maire, beaucoup de mouvements. Et puis après, parfois, il y a un petit peu moins de monde derrière. Donc comment garder justement cette dynamique après élection ? Est-ce qu'il y a une équipe agile, une team Scrum ? Voilà, comment ça s'organise en mairie ? C'est une bonne question. Alors, c'est sûr que l'élection des municipales, c'est la deuxième élection préférée des Français après la présidentielle. Donc, il y a une grosse émulation, il y a beaucoup de dynamique à ce moment-là. Et donc, une fois qu'est passée l'élection et qu'on arrive aux affaires, alors moi, dans mon périmètre restreint, qui était celui d'un adjoint et pas la totalité du maire, c'est sûr que se pose la question de l'impulsion qu'on va donner, du leadership. Et il y a deux facettes dans ce leadership, en fait. Il y a le leadership vis-à-vis des services de la ville, qui sont ceux qui doivent mettre en œuvre la politique pour laquelle vous avez été élu, et qu'il faut appliquer, enfin en tout cas dans lequel j'ai essayé de mettre une certaine dose d'agilité. Et puis il y a le leadership vis-à-vis des habitants, ceux qui vous ont donné mandat, à qui vous devez rendre compte. Donc c'est vraiment deux aspects. Sur l'aspect des services de la ville, moi la première chose que j'ai faite déjà, c'est d'avoir des indicateurs de performance, ce qui n'était pas forcément dans la culture, parce que c'est difficile quand on arrive de dire, moi par exemple sur la propreté, je suis arrivé, je dis alors combien d'appels vous avez, les gens demandent quoi, qu'est-ce qui se passe, j'ai eu un blanc. Donc il a fallu commencer par ça. Et puis la deuxième chose dans laquelle moi je crois beaucoup, c'est la rétrospective. C'est-à-dire que si on veut démarrer un cycle d'amélioration et mettre en place des principes qu'on adapte effectivement à notre contexte, il faut prendre le temps régulièrement de faire un point d'étape et de voir quelles actions on veut mettre en œuvre, et puis sans les indicateurs, on ne peut pas savoir s'ils ont été efficaces, donc les deux ensemble. Ça a été la première étape. Vis-à-vis des habitants, c'est plus compliqué, puisque dans le système institutionnel français, c'est un système représentatif, donc vous avez mandat pendant 6 ans, et vous n'avez aucune obligation à revenir vers les habitants ou vers les électeurs à ce moment-là. Donc il n'y a pas institutionnellement beaucoup de mécanismes par lesquels on pourrait avoir ce feedback et générer ce feedback. Et donc moi je l'ai compensé, ou j'ai essayé de le compenser avec une dose d'accessibilité très forte, c'est-à-dire que moi très régulièrement je me connecte aux gens sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, aux habitants, pour essayer de savoir ce qui se passe. Mon numéro de téléphone est public, mon mail je le donne à qui veut, et puis bizarrement j'ai pas eu d'abus en 6 ans, personne m'a appelé à 1h du matin pour me faire une blague ou ce genre de choses. Quand les gens prennent la peine de vous appeler ou de vous écrire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important et ils ont besoin de vous. Et donc au final, ça a très bien marché comme ça, mais c'est un palliatif. C'est sûr qu'il manque institutionnellement des mécanismes pour pouvoir accompagner ce leadership après l'élection d'un point de vue des habitants et des électeurs. D'accord, oui, donc la disponibilité, voilà. C'est une des clés, je pense, pour accompagner le leadership. Exactement. Merci beaucoup Samuel. De rien. Et donc, et vous, François et Hervé, le leadership côté éducation, enseignement, qui prend le rôle de leader en fait dans votre établissement ? Alors, on est dans 2 structures vraiment différentes, celle de l'université pour Hervé, celle d'un lycée, d'une grosse machine aussi pour moi. Mais en fait, pour moi, le leader, c'est celui qui va donner la parole aux autres,
clairement, moi je suis dans un système très fortement hiérarchisé, avec une direction très identifiée, sauf que, évidemment, ça c'est sur le papier, mais dans les faits, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Il y a vraiment, dans un gros établissement, 2 grandes catégories de personnel. L'essentiel, les profs. Or, ce sont des cadres A, donc évidemment, ce sont des gens qui ont une très grande autonomie, qui leur est garantie et qu'on doit bien sûr respecter. Et puis, il y a aussi un volant de personnel donc, qui œuvre à différents niveaux, très important. Sur ce volant de personnel, c'est assez simple d'avoir un pouvoir très hiérarchique, un pouvoir entre guillemets de directeur, hein, de leader, mais dans le sens vraiment du responsable hiérarchique. Pour les profs, c'est un petit peu différent. Même s'ils s'en plaignent, c'est pas tout à fait la même chose. S'ils veulent résister, ils peuvent faire que ça ne marche pas. Donc en fait, le rôle pour moi d'un leader, ça a été de découvrir un peu ça. Finalement, ça fait que 4 ans que je suis dans ce milieu, de le découvrir et de me rendre compte avec les principes agiles que si on donne la parole aux gens sur lesquels on a une autorité hiérarchique, un petit peu comme le numéro de téléphone, personne n'en abuse. Là, quand les liens deviennent plus transversaux, ça peut tout simplement s'appeler par son prénom, oser se tutoyer, par exemple, ou ce genre de choses. Les gens n'abusent jamais. Après, une fois le lien de confiance établi, on est en capacité, par exemple, de recueillir l'avis. Et là, on se rend compte que plein de choses qui dysfonctionnent de notre point de vue trouvent facilement leur solution, pourvu simplement qu'on prenne le temps de recueillir l'avis et puis de mettre en place des processus et de le mesurer. En ce qui concerne les professeurs, c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est une population extrêmement sensible, très à fleur de peau même, pour lesquels il y a énormément besoin de concertation, de dialogue, il faut les amadouer, il faut vraiment être très fin dans ses relations avec eux. Et donc, à ce moment-là, tout excès d'autoritarisme est bloquant, rédhibitoire, bloque tout. Donc, être un leader pour cette population, c'est vraiment être plutôt un coordinateur, mais au bon sens du terme. Pas seulement quelqu'un qui fait un simple lien, mais celui également qui est capable d'impulser, d'entraîner, et puis aussi de valoriser. C'est une population qui doit être extrêmement valorisée et en permanence pour toutes ses actions, souvent d'ailleurs de qualité qu'elle fait. Et donc si on est capable, à la fois pour les personnes dont on a vraiment une autorité hiérarchique directe, d'être à l'écoute, d'être plus transversal, comme au fond va l'évolution de la société, et pour une population comme celle des enseignants, être beaucoup plus coordinateur, beaucoup plus lien, beaucoup plus trait d'union, alors on est un leader et on est reconnu comme tel. Pour l'université, je crois que c'est encore plus compliqué le leadership. Nous, on a des instances élues, on a des CFVU, on a des directions d'UT, on a des directions de composantes, des directions d'université, où en fait il y a des choses qui se passent, qui sont décidées, on ne sait pas trop comment, quoi. Mais par contre, pour ce qui concerne la licence, hein, si je me rabats sur le volet de la licence, à part un texte de loi où il y a 450 heures d'enseignement, 4 mois de stage ou de l'alternance, et puis certaines règles de diplomation, j'ai fait absolument ce que j'ai voulu. Et donc j'en ai profité pour revoir le programme à ma sauce, si j'ose m'exprimer ainsi. Avec les enseignants du département, il y a quelques enseignants qui ont accroché à mon projet parce que, en particulier, les profs mal aimés de l'informatique, genre communication ou anglais, ont trouvé toute leur place dans un cursus agile, puisque je leur ai dit, puisque les process sont light, j'ai besoin de communication entre les membres de l'équipe, donc je voudrais qu'ils communiquent un maximum. Donc j'ai ces profs qui ont adhéré directement à mon discours et qui m'aident beaucoup. En particulier, j'ai la professeure de communication qui est co-responsable aujourd'hui de la licence avec moi. En ce qui concerne les industriels, j'ai de temps en temps des industriels qui viennent me voir, qui me proposent leurs services, et des collègues après d'Agile Tour qui me proposent des compléments de cours que j'accepte avec joie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer sur un autre thème, en fait, le changement, tout simplement. On dit que le changement doit être fait en continu, qu'il doit être permanent. C'est quelque chose qu'on prône beaucoup en agilité. Vous avez déjà dû en entendre parler, je pense. Certains ont utilisé d'ailleurs ce terme dans leur campagne. Changement, c'est maintenant.
Oui, mais pas seulement, c'est en continu. C'est vrai que beaucoup l'ont oublié. Donc, on est venu le rappeler encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mettre en place, justement, auprès des citoyens, par quelles actions on peut faire en sorte que ce changement soit en continu? Ah, c'est une bonne question. Mais c'est vraiment la base, je pense, d'une politique différente qui serait une politique agile, cette capacité à embrasser le changement en continu. N'empêche qu'en politique, le changement, il est souvent impulsé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction des élections, qui sont des cycles plus ou moins longs. Et il y a une impulsion au changement à chaque élection, qu'il y ait changement de couleur politique ou pas. C'est des temps forts où il y a des projets, des programmes qui sont proposés et qui impulsent un changement. Donc la première chose, c'est aussi cette capacité, c'est-à-dire que quand bien même on est dans un système représentatif, ce n'est pas antinomique avec l'agilité, parce que nos représentants proposent et impulsent un projet à chaque fois en changement. Donc ça, c'est intéressant, mais pour que ce changement, ce projet continue et que ce changement soit continu, il manque quelque chose, parce que vous proposez, par exemple, sur une élection municipale, c'est 6 ans de mandat, vous proposez un projet aujourd'hui pour 2020, bien malin, celui qui sait ce qui se passera d'ici 2026. Et si vous avez délivré la totalité de vos propositions en 2-3 ans, qu'est-ce que vous faites les années d'après? Donc il y a forcément des changements, ne serait-ce que inhérents au fait que vous délivrez un certain nombre de choses. Et donc, avoir cette capacité à embrasser le changement, c'est aussi, et je reviens à cette idée d'accessibilité, de cette capacité d'échanger avec le citoyen, de prendre en compte le contexte et l'environnement dans lequel on vit et de pouvoir s'adapter en permanence. Ce qui veut dire qu'il y a une deuxième chose extrêmement importante, si on veut arriver à ça, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment s'approprier les politiques publiques, échanger, donner un feedback, un retour, et s'insérer là-dedans s'il n'y a pas une très forte dose de transparence. Ce n'est pas seulement la transparence que les lois peuvent donner, puisqu'aujourd'hui il y a une transparence légale obligatoire, mais c'est aller beaucoup plus loin. Parce que si on va, plutôt que juste publier les comptes d'une ville, mais si on va jusqu'à publier par exemple l'ensemble des factures qui sont payées par la mairie, donc payées par notre argent, sur le site d'une ville, les experts, tous ceux qui sont experts dans leur domaine, peuvent se saisir de la question. Donc sans transparence, on ne peut pas se saisir de la question, on ne peut pas se saisir du changement, on ne peut pas apporter le feedback, mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de pouvoir derrière dire j'ai un avis, j'ai une expertise et je la partage. Si on veut vraiment embrasser le changement et l'accompagner, il faut donner des outils dans lesquels on peut se saisir de la décision. En tout cas, co-décider avec les élus, aller en fonction de la mobilisation et de l'importance, les obliger à se saisir d'une question, co-décider, voire imposer une consultation. Et ça, c'est la démocratie directe. Pour moi, c'est vraiment le troisième pilier. C'est de pouvoir dire non, ce n'est pas de la démocratie participative. Il ne suffit pas de dire je vais faire un conseil de quartier où je vais donner un avis et puis si vous m'aimez bien, vous le suivrez. Ça, c'est parce que c'est un peu galvaudé. Idéalement, on co-construit. Eh bien non, c'est de dire si vous ne vous en saisissez pas, que c'est important et que la mobilisation citoyenne est suffisamment importante à mon niveau, au niveau d'une ville ou plus important, eh bien, je vais imposer une réunion avec le maire dans son bureau, imposer, pourquoi pas, un débat en conseil municipal, un arrêté qui sera voté à bulletin secret et, en dernier recours, si c'est vraiment très important, une consultation citoyenne, un référendum d'initiative locale qui imposera la décision et qui imposera de consulter les citoyens. Donc là, on donne en fait des outils qui permettent de se saisir de la question et une fois qu'on s'est saisi de la question, de pouvoir aller, si la mobilisation et la question est importante, jusqu'à co-décider, voire imposer une décision aux élus. Parce que quand vous élisez un maire, une équipe municipale ou des représentants de la nation à l'Assemblée, etc., on fait l'élection sur un projet à un moment T. Vous adhérez peut-être à 80% de ce projet, il est peut-être super, et puis peut-être qu'il y a 20% dans lesquels il ne faudrait pas mettre l'énergie et le temps qui est proposé, mais le mettre dans d'autres choses qui ont plus de valeur. Et c'est là qu'on on embrasse le changement et qu'on commence à initier un petit peu aussi de l'amélioration continue. D'accord, merci beaucoup. Donc si j'ai bien compris, effectivement, il faut prendre en considération les différents événements tout au long de l'élection, parce que les événements amènent le changement. Il faut de la transparence, mais il faut également amener donc la démocratie directe avec Samuel. Voilà, merci beaucoup. Et donc, comment ce changement peut-il s'opérer face au lourd rouage de l'éducation ? Et est-ce que le rectorat s'oppose en fait à ce changement ? Alors non, pas du tout. Alors je peux dire, je suis en train de réaliser que Patrice, avec son sens de la propos, fait le lien parfait, parce que je viens du monde universitaire avec un milieu que je connais bien, et je suis conseiller municipal, donc je me retrouve parfaitement dans ce que tu viens de dire. Le rectorat, non. Curieusement,
Pour moi, le principal frein, c'est nous-mêmes. Le rectorat, d'ailleurs, encourage, à travers une direction, une mission particulière, il y a un certain nombre dans l'organisation d'un rectorat, de missions qui sont rattachées au recteur, avec des chargés de mission, qui des gens très très compétents, qui réfléchissent beaucoup, mais qui réfléchissent souvent seuls. Et il y a une mission particulière qui encourage l'innovation, et le pauvre inspecteur qui est à la tête, souvent passe son temps à essayer de valoriser, de rechercher ce qui se fait dans les établissements. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que les établissements sont des établissements autonomes. On oublie vraiment cette dimension quand on est dans un établissement. On se sent dans une très grosse machine, une machine nationale dirigée par un ministre, et où finalement tout est dicté du haut. C'est pas vrai. C'est dans nos esprits, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Les textes, en effet, ont institué une autonomie de chaque établissement, avec à la tête d'un établissement un conseil d'administration, un vrai conseil, avec le chef d'établissement qui le dirige, qui en est également l'organe exécutif, et qui ne peut pas prendre aucune décision sans que ce conseil se soit prononcé et l'ait validé. On a donc un très grand pouvoir d'adaptation, très grand pouvoir d'organisation, et très grand pouvoir également d'aménagement. Et curieusement, on ne s'en saisit que très très peu. Et en fait, même très à la marge. On est tellement imbibé, mais je le dis bien sûr en m'incluant dans la démarche, tellement imbibé de conservatisme, d'automatisme, et puis quelque part, comme si réellement sur nos épaules pesait tout un système gigantesque, qu'on se refuse, souvent qu'on s'autocensure, qu'on s'empêche d'avancer. Et au final, quand on arrive un petit peu à prendre du recul, alors c'est peut-être aussi le fait d'avoir eu un parcours qui n'est pas celui de tous mes collègues chefs d'établissement, quand on a connu l'agilité dans les universités ou dans les entreprises, on se rend compte de ça. Et on se rend compte qu'on pousse, alors pas trop fort, si on pousse un peu trop fort, on braque instantanément, mais quand on instille un petit peu sur un projet ou sur une classe en très, très grande difficulté, quand tout a été, entre guillemets, essayé, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs, par exemple, pour une classe en difficulté, des sanctions, des punitions ou des évaluations très dures. On se rend compte que là, alors, on peut introduire de l'agilité en disant « mais et si on faisait différemment ? Et si, par exemple, on demandait son avis aux élèves, comment ils imagineraient leur classe fonctionner mieux, et ainsi de suite ?» Que ce soit aussi dans d'autres projets, hein, eh bien, on se rend compte là qu'on est capable de mettre en place de l'agilité, et on est capable aussi d'entraîner du monde à sa suite. C'est important parce que, au fond, tout seul, avec des grands principes, on ne fait pas grand-chose s'ils ne sont pas appliqués. Et on se rend compte à quel point les gens sont en attente, hein, même si on ne prononce pas le terme d'agilité, à quel point, que ce soit les élèves, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que ce soit les personnels, tout le monde est en attente d'être reconnu, d'être entendu, et de participer à un projet commun. Donc, en fait, le rectorat ne s'y oppose pas. Le mécanisme est au final beaucoup plus simple à mettre en œuvre qu'il n'y paraît, mais il faut quand même une grosse volonté. Oui. C'est un petit peu la peur du changement. Ah oui, oui, il y a une paralysie interne, intrinsèque, voilà, très endogène. Et pour vous, Hervé ? Le changement, oui. Nous, déjà, moi, j'aime bien le mot changement, mais des fois, je me dis, mais il faut une vision. Mais le changement, pourquoi faire, en fait ? Si on me dit juste, il faut changer parce que tu dois changer, j'ai pas envie de changer. Donc, du coup, nous, à l'université, on était victimes de changements du haut. Hein, il y avait des IUP qui marchaient du tonnerre de Dieu il y a quelques années de cela, les instituts universitaires professionnels, 100% de CDI à la fin des 50 entreprises. Bon, ça a été détruit par le ministère, hein, ça a été remplacé par des masters indifférenciés qui peinent à retrouver le niveau qu'avait ces IUP. Au niveau de la licence professionnelle, on va se transformer en bachelor universitaire de technologie, certainement. On ne sait pas trop, et on ne nous explique pas en fait le changement qu'on veut nous imposer. Bon, ça, c'est global. Alors après, moi, dans ma petite licence, hein, comment j'imagine le changement, moi donc, ça, c'est différent. Donc, mon feedback principal, il me faut un feedback pour imaginer du changement, pour imaginer de faire des choses nouvelles ou voir ce qui ne va pas. C'est les résultats des projets tutorés. Donc, j'ai choisi de faire des projets tutorés sur site, de 9 sprints de 2 jours, 18 jours sur site.
Les élèves choisissent leur projet, ils sont totalement acteurs de leur projet puisqu'ils sont en Scrum. En général, ça leur plaît beaucoup, ils sont impliqués. Et puis, en fonction des résultats des projets, je peaufine mon syllabus, je peaufine mon programme d'année sur année. En fait, à un moment donné, je me suis aperçu qu'une fois que les specs étaient édictés, le premier product backlog, elle ne bougeait pas pendant tout le projet. Donc j'ai fait venir une intervenante qui a fait des exigences agiles, qui a retransformé tout ça. Les tests, il y avait très peu de tests, les tests étaient faits après coup, mais le TDD c'est très dur, surtout sur de la programmation web ou des choses comme ça. Du coup j'ai fait venir quelqu'un qui fait des tests d'acceptance plutôt plus simples à écrire. Là cette année je vais avoir des gens, une product owner et des gens qui viennent faire du behavior driven development, du BDD avec des langages ubiquitaires par exemple. Voilà par exemple des idées que j'ai eues pour augmenter la pertinence de ce que je proposais comme cours en fonction du résultat des projets tutorés. Donc les changements, ça va être au niveau de mon syllabus pour moi. Voilà, mais bon, ça bouge. Merci Hervé. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'apprentissage, parce que avec tout ça, on sait que la société va pas très bien en ce moment. On le voit dans l'actualité, comme on le disait précédemment. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de tout ça. Qu'est-ce que selon vous tous on pourrait en tirer? Quel apprentissage pourrions-nous tirer de tout ça, Samuel? On apprend tous les jours. C'est exact. Encore plus en politique, auprès des citoyens. Non, en fait, moi, l'apprentissage, il revient un peu à ce que tu disais sur le changement. C'est de l'amélioration continue. C'est par l'amélioration continue qu'on apprend. Et donc, on apprend par le feedback, effectivement. Mais ce qui manque un petit peu... Enfin, si on reprend les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, on incrémente beaucoup petit à petit, on itère, enfin en tout cas on travaille de manière collaborative. Ce qui manque justement, c'est l'itération. C'est-à-dire que pour être vraiment agile, il faut itérer sur un projet. Et dans les politiques publiques, l'itération, c'est une chose, c'est les budgets. Voilà. C'est-à-dire qu'on lance un projet, il y a un budget, c'est annuel, et les budgets, en particulier les budgets de fonctionnement, tous les ans, on les revoit. Donc l'itération dans les politiques publiques, c'est les budgets. Donc si on veut apprendre, il faut profiter de ce moment-là, et il faut le faire justement en transparence. Donc moi, mon idée un petit peu pour apprendre en continu, c'est pas de voter des budgets en chambre et puis ensuite les publier dans des rapports comptables. C'est de faire des budgets participatifs, mais pas 100 000 € qu'on met de côté en donnant à un groupe de citoyens en leur disant faites-en ce que vous voulez, mais c'est de prendre 100% des budgets de fonctionnement et de les rendre participatifs. Ça veut dire les publier avant les élections, on prépare les budgets, on les publie, les citoyens peuvent s'en saisir totalement, poser des questions, mettre le feedback, l'améliorer, apprendre, parce qu'on n'est pas expert sur tout. Vous voyez, dans les métiers d'une mairie, d'une ville de presque 100 000 habitants comme Colombes, on a tous les métiers techniques, intellectuels, on a tous les métiers. Donc le maire, les élus ne sont pas experts de tout, c'est impossible. Par contre, les citoyens, dans une ville de presque 100 000 habitants, je suis persuadé qu'on a des experts sur tous les sujets. Donc en mettant l'accès à ça, on va apprendre avec eux, on améliore le budget et on le vote ensuite. Et ça de manière itérative, année après année. Et là, on peut apprendre, améliorer en continu de manière très pragmatique. Donc voilà, moi je l'associe, en tout cas dans une façon différente un petit peu de faire une politique en mettant ces principes d'agilité, je l'associe énormément à l'amélioration continue sur les cycles des budgets. Voilà. Merci beaucoup Samuel. Alors, dans l'enseignement, l'erreur est souvent sanctionnée. François, tu l'as dit tout à l'heure. Du coup, comment faire évoluer l'apprentissage pour travailler sur la satisfaction des élèves et leur investissement? Là, c'est un vaste chantier. Il y a eu quand même des travaux qui ne sont pas encore assez popularisés ou vulgarisés, mais qui, par exemple, je pense à un chercheur qui s'appelle Antibi, qui a écrit et théorisé sur la constante macabre. C'est terrible, mais c'est exactement le terme qu'il faut employer. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle classe, et vraiment, je le vérifie, c'est avec beaucoup de douleur et de peine tous les jours, n'importe quelle classe, de la plus en difficulté à la plus excellente. J'ai des classes de CPGE, de prépa donc dans mon établissement. Vous aurez toujours, donc suivant une belle courbe gaussienne, vous aurez toujours une partie, ou allez, grosso modo un tiers d'élèves, entre guillemets, jugés très en difficulté, un qui suit le mouvement, et puis un qui réussit très très bien. Et ceci, quel que soit le profil
au final de la classe. Et ça se met toujours en place. Et cette constante macabre, c'est aussi l'idée qu'une mauvaise note sanctionne non pas l'incapacité d'un élève à réaliser un exercice, mais plutôt ça sanctionne la capacité au maître, donc au professeur, mais au maître dans sa relation avec son élève, à dispenser un enseignement de très grande ou de très haute qualité. Et la note très basse, alors c'est flagrant dans les classes prépa, la note très basse, pour lui, est la mesure qui lui permet de dire « je suis excellent parce que dans une classe de prépa où j'ai l'élite de mes élèves, des élèves, je vais distribuer des 2 et des 4 à des élèves qui n'ont jamais connu que le 18 jusqu'à présent ». C'est terrible. Ce fonctionnement-là, bien sûr, est extrêmement dévastateur. Alors souvent on dit quand on sort d'une prépa, par exemple, bien qu'on est armé pour la vie, mais pourquoi? Mais à quel prix? En fait, on leur fait suivre le parcours du combattant 10 fois par jour. Il faut donc, chez ces élèves, puiser une motivation énorme, gigantesque, et il y a quand même quelques dégâts. Chez les élèves, c'est pareil. Alors, ça vient de notre système éducatif, qui est un système excellent, mais vraiment excellent, et je pense probablement le meilleur au monde pour produire des élites. On a des écoles de qualité, on a un système universitaire qui, de l'intérieur, peut ressembler vraiment fait de briques et de broc, mais qui, franchement, fonctionne avec tellement de qualité, avec tellement d'intelligence, qu'il produit vraiment de l'excellence. On a des grandes écoles, on sait faire tout ça. On a aussi un système qui marche très très bien pour la grande masse, pour être capable d'amener, et au final, le paradigme n'a pas beaucoup changé par rapport au début du XXe siècle, pour amener une génération à être de bons exécutants. Et je le dis, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est-à-dire des gens capables de lire, écrire, compter suffisamment pour faire des employés, pour faire... alors à l'époque, c'était pour faire de bons soldats, prêts à obéir, et ensuite à retourner dans les campagnes, travailler pour le bien commun ou un peu pour le leur. On est un peu resté là. Et pour tous ceux qui sont en difficulté, qui sont atypiques, qui ont d'autres parcours, une autre façon de voir les choses, là, on ne sait pas faire. Et là, le système est très, très en échec, et tellement même en échec qu'on oppose toujours les moyens, et ça, le ministre sait bien le faire, on oppose toujours les moyens qui sont mis dans l'éducation nationale, et finalement, le taux d'échec, par exemple, en lecture pour les élèves de 6e, ou de certaines classes, où vraiment c'est effarant. On se dit, mais comment c'est possible, avec des gens d'aussi grande qualité, on n'est pas capable d'apprendre mieux les fondamentaux à nos élèves. Bon. Et ça vient de ce que notre système ne sait en fait que sanctionner, évaluer. Et donc, c'est cette fameuse constante macabre. Ce sont ces traits assassins dans les bulletins. J'espère que je ne rappelle pas trop de mauvais souvenirs à certains d'entre vous. En tout cas, j'en ai fait les frais aussi. Et on ne sait pas valoriser. On n'arrive pas à se dégager de ce modèle. Ça, c'est terrible. Et c'est terrible d'autant plus qu'on parlait tout à l'heure de l'innovation. On se posait la question de savoir si, par exemple, un rectorat ou même le ministère de l'Éducation nationale, cette espèce de mastodonte, on a comparé à un mammouth, imposait, mais non, rien n'empêche un établissement, et certains l'ont fait, par exemple, d'éliminer les notes. On peut, dans un établissement, j'espère que ne pas apprendre quelque chose et que certains vont dire, bah oui, tiens, moi j'ai mon enfant, ou je connais quelqu'un qui, dans un collège ou dans un lycée, est dans un collège ou dans un lycée sans notes. Ça existe. Et on est capable, à ce moment-là, d'évaluer autrement. Évaluer autrement, ça veut dire quoi? Bien, au lieu de sanctionner, et d'être dans ce modèle, c'est on a une leçon, ensuite on a une interrogation sur cette leçon, et on a une sanction. Cette sanction, c'est la note. Et ensuite, on passe à autre chose. Il n'y a aucune itération. C'est-à-dire, on n'est pas dans un système où, quand on s'est planté, on est en capacité de se dire, bon, qu'est-ce qui fait que je me suis trompé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et comment maintenant je vais pouvoir le comprendre? Ou peut-être, dans les principes agiles, pas viser le 100%, mais le satisfaisant ou l'acceptable. Et qu'est-ce que je peux apprendre? Eh bien non, ça on ne se le pose pas. Et ce qui fait qu'après, on passe à la leçon d'après, laquelle d'ailleurs s'appuie très souvent dans ses fondamentaux, dans ses prérequis, sur la leçon d'avant. Alors celui qui a loupé, qui n'a pas compris, qui était distrait, ou tout simplement qui
avait autre chose en tête et a loupé la première leçon, a de grandes chances de louper la seconde, et ainsi de suite. Et notre système ne sait pas revenir en arrière, reprendre un cours et de dire, bon, stop, on arrête la machine. De toute façon, du retard, on en aura à la fin de l'année comme tout le monde. Donc, arrêtons-nous. Voilà, on ne va pas tout revoir, mais qu'est-ce qui est fondamental? Et peut-être refaire une interrogation. Et pourquoi pas même certains profs l'ont essayé, la même. Alors ça, évidemment, ça transgresse un principe de « Ah, mais je l'ai déjà demandé, l'élève n'aura qu'à... » Mais non, pas du tout. Au contraire, refaire exactement la même interrogation, c'est « J'ai loupé une pièce dans un atelier, j'ai loupé un truc, et je jette et je refais. Et je refais. Et là, avec l'expérience de la première fois, je réussis mieux. » On n'arrive pas encore à dépasser ce stade-là dans l'éducation et à se dire... Bien, ce que j'ai loupé avec mes élèves, je vais le refaire une seconde fois, exactement à l'identique, mais en apportant peut-être des éclairages différents, et là, alors, je vais y arriver. Et évidemment, peut-être, pourquoi pas, retenir la meilleure des deux notes. Vous voyez, ce genre de choses. On a vraiment beaucoup de mal. Il y a de la marge, certains ont commencé, vous avez parlé tout à l'heure d'école alternative, donc il y a quand même de la réflexion et du mouvement autour de l'évaluation, mais ça reste encore loin. Quand l'agilité sera vraiment rentrée dans les établissements, je pense que là, on aura vraiment de très très belles réussites. On a encore un petit peu de travail là-dessus. Hervé? La gestion de l'erreur, ok. Nous, à l'université, la diplomation nécessite une saisie dans une base de données qui s'appelle Apogée. Et Apogée calcule l'obtention d'un diplôme ou pas en fonction de notes avec des coefficients. Sans passer par Apogée, nous ne pouvons pas délivrer de diplôme aujourd'hui. Donc on est obligé de donner des notes tout le temps. Après, on aime bien que les élèves fassent des erreurs avant l'examen. Tout enseignant aime bien que les élèves fassent des erreurs avant l'examen, parce qu'une erreur, ça donne un feedback sur ce qu'on aurait mal expliqué ou qu'on n'aurait pas assez explicité, quoi. Et en même temps, ça permet aussi de faire progresser les élèves. Mais par contre, le deal, le challenge, c'est le jour de l'examen, il ne faut pas faire d'erreur. Alors après, c'est vrai que maintenant, j'ai de plus en plus de mal de mettre des mauvaises notes à des jeunes qui ont travaillé. C'est bien. Donc j'invente des stratagèmes. D'accord, j'invente des stratagèmes. Je fais du dot voting pour choisir le type de sujet qu'ils vont avoir avec une promo. Je co-construis le sujet carrément avec les élèves, qui sont des groupes très faibles. Je dis, qu'est-ce que vous avez retenu dans votre cours et sur quoi vous voudriez être interrogé? On co-construit le sujet ensemble. Donc quelqu'un qui est moyen et qui travaille, il a une note correcte aux interros. Sur certaines matières spécifiques, genre TDD ou genre Test Driven Développement, où je rends un devoir, où je leur demande de me rendre un devoir personnel en m'expliquant leur code, quand c'est trop mauvais, je leur dis c'est trop mauvais pour telle raison, tu as le droit de repasser une seconde fois. Voilà, donc je leur permets l'amélioration. Et sur les projets tutorés aussi, les groupes qui, au bout de la moitié des sprints, sont aperçus qu'ils s'étaient vus trop beaux et qu'il faut qu'ils réduisent la voilure du tiers du projet, mais qu'ils le finissent correct et dans les temps, ils ont une excellente note. Parce qu'ils ont su s'adapter, ils ont su reconnaître leurs erreurs, rebondir dessus, et terminer quelque chose correctement. Donc il y a des moyens sur certaines matières d'aller un peu plus loin. En particulier, je dirais, pour moi, la co-construction d'un sujet, c'est sympa à faire avec les élèves. Et j'apprends beaucoup en co-construisant. Moi, dans ma tête à moi, c'était ça qui était important dans mon cours. Et puis, je m'aperçois que finalement, c'est autre chose pour eux, quoi. Très intéressant. Au moins, vous avez des élèves investis. Oui. Donc on vient de parler de la satisfaction des élèves. Qu'en est-il pour la satisfaction des équipes pédagogiques? Est-ce que vous arrivez à les motiver et à faire émerger les idées chez eux? Oui. D'abord parce que quand on les sollicite, ils répondent. Les gens sont quand même finalement toujours assez prenant dans le système. Peut-être aussi que ça sera une des grandes leçons de ce grand mouvement de protestation populaire qu'on a appelé les Gilets jaunes. C'est que quand on demande leur avis aux gens, ils le donnent.
hein. Alors, il ne faut pas se plaindre de leur demander leur avis aussi, hein, et pas seulement qu'au moment des élections. Voilà. Et le fait de demander son avis continuellement, et puis aussi de reconnaître ses erreurs, fait que ça fait avancer les choses. Pour ce qui concerne les équipes pédagogiques, quand on leur, je sais pas, on fait passer par exemple des certifications. Là, on est en train de mettre un peu dans la douleur en place une grosse réforme qui a beaucoup d'aspects positifs et qui est pour autant très combattue parce que c'est un changement radical, donc par essence très combattu par les enseignants, mais qui quand même a des choses des avancées extrêmement intéressantes. Et donc quand on demande aux professeurs, par exemple, de s'impliquer sur tel point ou tel autre point, et qu'on les laisse vraiment faire, alors là oui, là ils bien sûr prennent le problème comme tout le monde, hein, en charge, et puis ensuite quand on les valorise sur ça, peut-être en diffusant l'idée ou en l'appliquant à l'ensemble de l'établissement, alors oui, il y a une vraie valorisation. En tout cas, ce que je me rends compte avec une petite expérience, c'est que quand on fait l'effort de chercher la valorisation, c'est toujours extrêmement payant. Donc il ne faut pas attendre que quelque chose soit optimum pour dire voilà, maintenant je peux le valoriser et le mettre en exergue et le citer en exemple, mais il faut vraiment le pousser, le promouvoir, encourager, etc. Et quand on le fait, on le trouve. On trouve ces moyens de valoriser, on fait plaisir aux gens, on les motive et on se fait du bien aussi pour les actions futures. En règle générale, ça facilite beaucoup de choses souvent pour l'avenir. Merci. Alors la satisfaction, on se demande aussi comment travailler la satisfaction citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes, Samuel? Je pense qu'on y a tous un peu réfléchi. Ouais, mais... La satisfaction citoyenne, donc la réponse classique, c'est les élections. Hein, ça se voit au moment de l'élection. Bien entendu. Voilà, mais bon, alors c'est pas forcément vrai en plus. C'est-à-dire que c'est ce qu'on se dit, c'est la réponse un peu classique, mais on voit que de plus en plus, on vote contre quelque chose que pour quelque chose. Donc c'est pas forcément une émanation d'une satisfaction, mais plus d'une insatisfaction. Donc si on veut satisfaire le citoyen, ben moi je fais la transposition avec quand on veut satisfaire les utilisateurs en méthode agile. Donc déjà, il faut qu'ils vous fassent confiance, parce que ce sont vos utilisateurs. Donc la confiance, elle est censée émaner de l'élection. Quand on vote contre quelque chose, elle n'est pas forcément là. Donc si on veut retrouver de la confiance, déjà il y a de la transparence. Le fait de redonner de la transparence dans les décisions publiques des élus, ça peut rebâtir une certaine confiance. À partir de là, on peut se poser la question de comment les satisfaire. Alors, avant de donner l'avis, il faut déjà être prêt à les écouter. Ce n'est pas le cas toujours. Hein. Il y a des élus qui s'enferment dans leur bureau une fois élus et on les revoit qu'au moment de l'élection. Donc, il faut avoir aussi cette envie, cette appétence à écouter et à aller vers les autres, donc à retrouver une forme d'humanité. Ensuite, il faut donner les moyens de donner son avis, donc avoir des plateformes qui permettent de les collecter. On a des user voice dans les projets. Nous, par exemple, sur la campagne, on a mis une plateforme de vote de nos propositions. Dès qu'elles sont réfléchies en apéro brainstorm, elles sortent sur le site dans les 4 jours qui suivent et les citoyens peuvent voter pour, contre, ou faire des propositions ou des critiques. Donc il faut avoir ces outils aussi qui permettent de collecter le feedback. Et puis, c'est pas tout de collecter le feedback, il faut le prendre en compte. Et c'est là que tous les mécanismes dont on a parlé entrent en jeu, c'est-à-dire que si vous dites quelque chose et personne ne vous répond et c'est jamais utile ou on n'a pas l'impression que c'est utile, on arrête et on perd cette capacité à satisfaire. Donc la satisfaction, elle va aussi jusqu'à prendre en compte ce feedback et puis idéalement, avec la démocratie directe, imposer, pourquoi pas, son feedback demain. Donc c'est tout ce mécanisme-là qui, à mon avis, amène vers une satisfaction des citoyens. Oui, merci beaucoup. Je te laisse prendre la suite. J'allais y aller. C'est parfait. Il nous reste quelques minutes, je crois. L'heure tourne. Timekeeper. Combien de temps? Voilà. Donc on va faire rapide. Oui. Êtes-vous coaché ou accompagné en fait dans la mise en place de cet état d'esprit agile? Allez-y, comme vous voulez. Lancez-vous. Non, pas directement, hein, c'est à nous de le prendre en charge.
non pas directement parce qu'on ne me propose pas, par exemple, des méthodes agiles, mais oui, quelque part, parce que si je le propose, je suis suivi. Par exemple, je viens d'être interrogé, là, enfin, comme tout le monde, hein, on a été interrogé, les chefs d'établissement ont été interrogés sur leur prochain plan de formation. On nous demande ce qu'on voudrait faire et ce qu'on voudrait avoir comme type de formation. Alors, j'ai mis de l'agilité un peu à tous les étages, j'ai glissé Agile Bee, enfin, voilà, etc. Donc, si on s'en saisit, on peut le faire quand même. On peut avoir de l'aide. Également, on a quand même des moyens. Quand on est dans un gros établissement, on a souvent des moyens financiers assez intéressants. Et donc, on peut faire intervenir aussi un consultant. On le fait très facilement pour une machine-outil ou pour quand on a des plateformes, on a des machines qui valent des fortunes. Alors là, on peut faire venir un spécialiste qui va former les profs et les élèves sur telle technologie, mais on n'y pense pas pour l'agilité ou pour le fonctionnement agile dans un établissement. Or, on peut le faire, rien ne nous y empêche. Et puis, bon, personnellement, outre la culture que je pouvais avoir de mes liens avec l'agilité, je suis des MOOC régulièrement, ceux de Cécile Dejoux, enfin pour pas trop la citer, mais quand même. Et donc pour rester quand même bien imprégné de comment on peut, dans une action de direction, comment on peut continuer à être efficace dans l'agilité. Donc être coaché, être aidé, non si on l'attend, et oui si on va au-devant. Oui, non, moi je ne suis pas spécialement coaché non plus, si ce n'est que je suis dans le comité d'organisation de l'Agile Tour Toulouse, donc je rencontre beaucoup de coachs du coup, on discute. Je vois Patrice 3 jours par an qui me pose des questions aussi, et on discute souvent le soir devant une bonne pizza ou une bonne bière. On va tout savoir. C'est tout. Et pardon. Mais par contre, je voudrais dire quand même que il y a une différence. J'avais tous mes étudiants à l'Agile Tour Toulouse, de la licence professionnelle. Et donc j'ai un groupe qui est assez figé, qui est assez traditionnel. Ils participent à l'organisation de l'Agile Tour. Les timekeepers et les gens désordonnés sont des étudiants. C'est leur participation parce qu'ils ont un tarif préférentiel. Et le groupe est transformé après l'Agile Tour, et c'est comme s'ils étaient passés dans une lessiveuse à coaching. Donc moi non, je ne suis pas coaché sur la partie méthodologique parce que j'ai ma petite expérience, j'ai mes convictions. Par contre, on essaye de les appliquer dans le cadre d'une campagne et je suis accompagné par une super équipe de gens très peu politisés qui viennent de la société civile, des citoyens qui me challengent. On applique les principes et notamment la transparence, donc ça donne des échanges très francs qui peuvent amener des remises en question. Par contre, moi, j'ai décidé dans cette campagne d'être coaché sur l'intelligence émotionnelle parce que c'est beaucoup d'émotions, une campagne électorale. Ça peut être très rude, on peut être insulté, on peut avoir des fausses accusations. Et puis, on n'est pas parfait, moi le premier. Et donc, sur un mandat électif, on ne fait pas tout parfaitement. Et la moindre erreur est montée en épingle dans ces moments-là pour vous attaquer. Donc, il faut gérer ses émotions et apprendre à avoir une certaine intelligence émotionnelle. Donc, moi, j'ai choisi d'être coaché sur l'intelligence émotionnelle. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on va faire assez rapide. On voulait quand même laisser la parole, vous laisser interagir un petit peu. On est pris par le temps parce que le sujet était passionnant et on avait plein de choses à dire. Mais est-ce que certains d'entre vous ont des questions, voudraient interroger les personnes présentes? Oui, vous pouvez vous approcher. Alors merci à tous pour cette table ronde très enrichissante. Alors moi ma question est la suivante. Je constate en fait en étudiant un petit peu d'où vient l'agilité qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'assez loin. Par exemple Douglas McGregor, la théorie X versus théorie Y, ça a quasiment 70 ans. Il y a des choses qui viennent d'Henri Laborie, que c'est pareil, c'est quasiment 60 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de retard aujourd'hui dans la société à prendre des idées qui sont finalement très vieilles? Qui veut répondre? Je vais tenter une réponse, mais c'est des idées qui sont très vieilles et tellement neuves, par exemple, dans le milieu politique. Donc il y a un temps d'incubation, de compréhension, d'appropriation
de tests aussi, hein, test and learn, on apprend. Donc je pense que c'est le temps aussi que ces idées grandissent, fassent écho, qu'on se les approprie, qu'on les teste, que les résultats apparaissent. Et ce qui convainc le plus, c'est les résultats. C'est-à-dire que quand on est à l'initiative de quelque chose d'innovant, on est dubitatif. Est-ce que vraiment c'est possible? Ça a l'air super, mais est-ce qu'on va y arriver? La politique agile, est-ce que ça a vraiment un sens? Et puis une fois qu'on l'a mis en œuvre, qu'il y a des résultats, ça SM. Donc je pense que ça vient d'un processus d'appropriation et d'incubation un peu naturel qui fait que les idées mettent du temps à devenir réelles. Il me semble aussi que les idées sont très anciennes. On peut remonter à Aimez-vous les uns les autres et à bien d'autres choses. Finalement, c'est la place de l'humain aussi dans notre société. Mais j'ai l'impression quand même que toujours, on est dans cet éternel dilemme. Le besoin d'efficacité, le besoin de faire des choses, de satisfaire un client, de faire des produits propres, conformes, les plus beaux et les plus performants possibles. De produire, quand on est dans un système d'éducation à différents niveaux, de produire les meilleures compétences, de permettre aux gens vraiment d'être le plus fort possible. Et puis au final, à un moment donné, d'être pris dans une sorte de machine. On regarde maintenant par exemple les systèmes qu'on juge maintenant très oppressants comme l'organisation scientifique du travail, le taylorisme. Mais à l'époque, c'était de vraies avancées. C'était des vraies avancées et qui permettaient à plus de gens de travailler dans de meilleures conditions, etc. Ça a lancé la société de consommation qui n'a pas que des mauvais côtés. Donc, je pense qu'il faut, c'est à la fois très ancien et à la fois très moderne, et qu'il faut en permanence, effectivement, se remettre en cause. On est vraiment là dans l'esprit, dans les valeurs et dans les principes de l'agilité. En permanence, il faut se re-questionner. Attention, est-ce que je ne suis pas en train d'introduire à nouveau de la rigidité? Est-ce que je ne suis pas en train de figer tellement les choses que je vais induire de la souffrance? Est-ce que je ne peux pas accepter du feedback, me remettre en cause, relancer, tenir compte des gens qui m'entourent? Voilà. Et ce processus, en fait, à mon avis, sera aussi permanent que le sera le monde et l'humanité. Merci beaucoup. On va reprendre la parole peut-être pour remercier tout le monde et puis surtout en profiter pour vous dire qu'il ne tient qu'à nous en fait de changer la société. Il faut que chacun d'entre nous, à son niveau, essaye de faire quelque chose pour rendre la société plus agile. Voilà. Agileby accompagne les dirigeants dans leur changement de culture, et on accompagne également les équipes pédagogiques pour rendre une éducation plus agile. Voilà. Alors n'hésitez pas à prendre nos coordonnées, à nous rejoindre sur le stand pour échanger un petit peu sur une société agile au-delà de cet événement et de cette conférence. Merci beaucoup Samuel Métias. Merci François, merci Hervé, et merci à vous tous. Un grand merci à tous.